Tu rentres du travail, tu es vidé. Tu ouvres ton frigo, t'as oublié qu'il était vide aussi. Tu regardes ton téléphone pour commander un Uber et t'hésites à cliquer. Tu souffles encore comme tous les mois. On te dit, t'inquiète, ça ira mieux bientôt. C'est devenu la normalité. Puis un jour, sur BFM, j'entends cette phrase, balancée comme si c'était normal. Il faut que les Français apprennent à faire des efforts. Un effort à tous les Français. Et là, j'ai tilté. Parce que des efforts, on en fait déjà tous les jours. En France, une personne sur 6 vit sous le seuil de pauvreté et pendant qu'on se serre la ceinture, eux continuent de faire tourner la barque. Et c'est là que j'ai compris. Ce truc-là, ce n'est pas la vie. Ça m'a même rappelé un vieux jeu de mon enfance. Ça. C'est un plateau de Monopoly. Un simple jeu de société pour enfants, paraît-il. Mais tu sais quoi? Ce n'est pas un jeu du tout. C'est ta première leçon, une démonstration. Car c'est un entraînement à grandeur nature que l'on appelle la société. On commence tous sur la même case, la fameuse case départ, 1500 $ en papier, un pion au choix et encore, des rêves dans la tête et cette sensation étrange que tout est possible. Et pendant 5 minutes, on y croit. On croit que les règles sont justes, que les dés n'ont pas de préférence, que tout le monde a sa chance, et puis le premier tour passe. Et là, la réalité s'invite à la table. Le gars à ta gauche a déjà acheté 2 gares. La personne en face de toi a hérité un terrain bleu ciel dès le début, et un autre vient de tirer une carte chance. Mais toi, tu tombes sur rue de la Paix, pas pour investir, pas pour construire non plus, juste pour payer le loyer. Et c'est là que tu te rends compte que ce n'est pas toi qui joues, c'est eux. Tu n'es pas un joueur, tu es juste un figurant de leur partie. Un pion qui tourne en rond pendant que les autres construisent des hôtels. Mais attends, le plus fort arrive. Parce qu'au moment où tu penses que tout est truqué, quelqu'un entre en scène. Et il te donne envie d'y croire à nouveau. Parce que oui, il y a lui, l'espoir enfin. Un acteur du jeu, le leader du peuple, le poète en colère, l'orateur aux tempêtes dans la voix, l'homme qui cite Robespierre comme personne. Lui, il ne parle pas aux gagnants. Il parle à ceux qu'on ne voit plus, à ceux qu'on n'entend jamais. Ce héros parle aux caissières, aux petits salaires, il parle à l'étudiant à découvert de 10 € et à la mère seule. Il n'oublie pas les burn-out du dimanche soir, il ne promet pas juste un meilleur avenir, non. Cet acteur te promet une revanche contre ceux qui achètent des hôtels pendant que tu dors sous des dettes. Il prend la scène et il met le feu. Les mots tranchants et des slogans millimétrés et des phrases qui rentrent dans la peau. Le peuple est souverain, je suis votre voix, il gouverne contre nous. Et on y croit. On y croit si fort parce qu'on en a besoin. Parce qu'à ce moment-là, dans cette salle, sous ces lumières, face à ces mots, on se dit, enfin quelqu'un qui nous défend. Et peut-être que c'est vrai. Peut-être que ce soir-là, il dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Peut-être qu'il vient de mettre les puissants face à leurs mensonges. Peut-être qu'il est celui qui va casser la table de jeu, retourner le plateau, redistribuer les cartes. Mais qui est-il vraiment? Parce que parfois, même les voix les plus sincères viennent du cœur du système. Mais un doute reste, un petit bruit dans la tête, quelque chose qui cloche. Il parle comme un insurgé, mais il agit comme un habitué. Et là, on commence à chercher, à se souvenir, à recoller les morceaux. Et si ce héros-là était un vieux joueur du système lui aussi? Nous allons nommer d'ailleurs cet acteur pour le rendre plus vivant. Ce sera plus simple pour la suite. Disons qu'on va l'appeler Jean-Luc. Jean-Luc Mélenchon. La République, c'est moi! Et soudain, la trajectoire devient claire. Ce n'est pas un ouvrier qui a pris le micro, ce n'est pas un citoyen sorti de la foule, non, Jean-Luc, en 1983, est déjà élu conseiller municipal à Massy. 3 ans plus tard, à 35 ans, il est sénateur, puis ministre au début des années 2000. Pas pour une révolution, pour un gouvernement socialiste, et ça lui plaît. Parce que ça continue et ça monte, député européen, puis député français, mandat après mandat, indemnité après indemnité, et aujourd'hui encore, il prétend vouloir faire exploser le système. Tout balayer la table. Parce qu'il parle de rupture, de table rase, mais il connaît les règles du jeu mieux que ses créateurs. Ce n'est pas par hasard, parce qu'il n'est pas juste un pion malin, c'est un architecte du plateau. Il a vu les failles, les a étudiées, les a apprises, et surtout utilisé le tout en prétendant vouloir les dénoncer. Mais comment casser un jeu qu'on a contribué à construire? Car il en est devenu le maître, mais comme tout bon maître, il n'est pas seul. Car il y en a d'autres, de partout, de tous bords, même costume, même rôle, et même salaire. Des acteurs comme lui, il y en a plein. Parce que c'est notre projet! Des orateurs, des rebelles de salon, des trébuchiens modernes, tous debout pour les pauvres, pour le peuple, assis sur des fortunes. Ils disent combattre la rente, mais tous touchent des pensions de sénateurs, des retraites de ministres, des revenus de conférenciers, des droits d'auteur et parfois tout ça en même temps. Très loin du SMIC, on est à 7 000, 10 000, 12 000, voire même plus par mois. Et ça sans compter les avantages des différents postes. Et rappelons que nous avons toujours cette même phrase. Je suis du côté du peuple. Pouvoir du peuple.
pour le peuple et par le peuple. Mais leur compte en banque dit autre chose. 80% des parlementaires sont plus riches que 95% des Français. Un élu sur 3 possède plusieurs biens immobiliers, là où il est de plus en plus compliqué de pouvoir faire un emprunt pour en acheter ne serait-ce que un. Et ils osent parler de justice sociale avec un patrimoine supérieur à 1 million d'euros. Choquante sur le plan de la justice sociale. Ils dénoncent la bourgeoisie, mais vivent dans des salons, critiquent les privilèges, mais ne manquent jamais les leurs. Et quand on leur met le nez dedans, ils sourient, ils assument et même mieux, ils justifient. Certains remercient une mairie, d'autres un copain, mais tout est là, l'écart de réalité, l'assurance tranquille de ceux qui détiennent les règles. Et pendant ce temps-là, toi, tu fais ton budget avec 2 chiffres, découvert et loyer. Ils ne veulent pas briser les chaînes, ils veulent juste qu'elles soient dorées. Leurs discours sont des slogans, leurs engagements des déguisements, ils jouent au jeu mais avec un cheat code. Le code, c'est simple, c'est politique, et tu as de l'argent et un pouvoir quasiment illimité. Ils connaissent les règles, les rouages, ils écrivent et les contournent, et il devient de plus en plus clair qu'ils ne veulent pas renverser le plateau, ils veulent juste tenir la banque. Tellement plus simple. Et là, je pense que tu comprends. Comprends le problème, ce n'est pas Mélenchon. Le problème, c'est que Mélenchon existe parce que le système le permet. Parce que le système en a besoin. Le vrai problème, c'est le jeu en lui-même. Souviens-toi, en 2012, Copé et Hollande s'invectivaient en direct. Je ne prends pas des décisions comme vous, enfin pas comme vous, parce que vous ne prenez pas de décision. 2021, ils dînaient ensemble à la table de Bernard Arnault. Rachida Dati, porte-parole de Sarkozy, mais chroniqueuse chez Hanouna, aujourd'hui en discussion avec les macronistes pour revenir utile. Montebourg, le tribun de la démondialisation, devenu entrepreneur en miel et surtout consultant privé. Et c'est ces pots-là qui vont arriver chez tous ceux qui ont commandé sur Internet. Même des ennemis affichés et opposés, comme Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, finissent par voter les mêmes textes européens. Ce n'est pas de la politique, c'est du casting, c'est pas un affrontement d'idées ni de débats, c'est clairement un Monopoly de luxe. Une version dorée avec champagne au Conseil constitutionnel. Ils font les règles, ils distribuent les cartes, et ce sont eux qui déplacent les pions. Et en plus, ils te sourient pendant qu'ils encaissent ton tour de loyer. Mais leur but dans tout ça, quel est-il? C'est certainement pas de nous libérer, mais c'est de rester à leur place, en haut. Alors que la nôtre, c'est d'y croire. C'est de penser que cette fois ce sera différent, que cette voix, ce discours, ce programme, ce projet va tout changer. Parce que pendant qu'on croit, on ne se soulève pas et on reste sage. Ils se disent adversaires, mais ils mangent à la même table. La politique ici, c'est pas un conflit, c'est tout simplement une mise en scène. Et Mélenchon, comme tant d'autres, n'est pas scénariste, il est juste un personnage. Le problème, ce n'est donc pas un seul homme, c'est qu'ils sont plusieurs à se présenter comme des héros. Mais aucun n'est venu pour tout changer, ils sont là pour parler fort, pour canaliser la colère et pour occuper l'espace pendant que rien ne bouge. C'est une pièce de théâtre bien rodée. Les gentils, les méchants, les clashs, les retrouvailles en off, le pouvoir ne disparaît jamais, il change juste de voix, de ton ou encore de logo. Mais le système, lui, reste figé, et ceux qui y jouent, les jeunes révoltés en costume sur mesure, ceux qui dénoncent les hausses de prix sans savoir les prix d'un croissant, alors oui, 1,20 € dans la vraie vie, pas 15 centimes comme certains l'imaginent à l'Assemblée. Et ça dépend des tailles, je pense que ça doit être aux alentours de 10 ou 15 centimes d'euros peut-être. On a un Attal qui parle de méritocratie, formé d'ailleurs par les mêmes écoles que ceux qu'il prétend vouloir bousculer, un Ciotti qui crie à l'ordre et au peuple tout en cumulant les mandats et indemnités pendant 25 ans. La priorité c'est rétablir l'ordre républicain. Un Roussel qui joue la carte du peuple en attaquant ceux qui n'ont même plus les moyens de manger à leur faim. Je dénonce le RSA. Et un Glucksmann qui dénonce les élites européennes depuis Bruxelles. La vérité, c'est que ce système ne les dérange pas. Ils les fabriquent, ils ne sont pas des exceptions, ils sont des preuves. La preuve qu'on peut faire carrière entière en prétendant vouloir tout casser, sans jamais toucher aux fondations et faire changer les choses. Ils crient, ils tweetent, ils promettent, mais pendant qu'ils restent dans la partie continue. Et comme disait Orwell, tous les animaux sont égaux, mais certains plus égaux que d'autres. C'est pas une démocratie, c'est une ferme déguisée en république, et tant qu'ils sont là, rien ne change. Et ce qu'on décrit ici, ce n'est pas juste la France, c'est pareil partout. Même décor, autres costumes. Aux États-Unis par exemple, Nancy Pelosi, ancienne présidente de la Chambre, a bâti un patrimoine de plus de 120 millions de dollars. Bien évidemment, pendant qu'elle votait des lois qui influençaient directement le marché, elle investissait. Coïncidence? Je ne pense pas. C'est plutôt une forme de complicité structurelle, là-bas comme ici, le plateau est le même. Ils tiennent les dés et nous on espère encore tomber sur la bonne carte. Et alors c'est bien beau tout ça, déconstruire, pointer du doigt, montrer les coulisses,
coulisses, mais une fois qu'on a vu clair, qu'est-ce qu'on fait? La vérité, c'est qu'on a compris. C'est qu'on ne peut pas vraiment compter sur eux. Mais je vous avoue que ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle, c'est même plutôt un soulagement. Parce que le jour où tu arrêtes d'attendre qu'on te tende la main, tu redeviens libre. Ils veulent qu'on attende sagement la retraite? Très bien, mais rien ne t'empêche de prendre les devants et de construire la tienne à ta manière. Tout commence par là, comprendre comment circule ton argent, parce que l'argent, c'est le début de la liberté. Je sais qu'en France, on a du mal à en parler, mais la réalité, c'est que l'indépendance passe avant tout par la capacité de financement. Apprendre à mieux gérer, à mettre de côté, à faire travailler son argent plutôt que de courir après, plutôt que d'attendre encore et toujours une nouvelle réglementation, une nouvelle loi qui pourrait faciliter. Donc il est toujours temps de passer à l'action à travers l'immobilier, la bourse ou encore un petit projet. Il y a 1000 chemins, que ce soit lent, modeste, mais l'important c'est que ce soit réel. Il est important d'avancer, de continuer à apprendre. Les formations, les outils gratuits, tout est là. Plus besoin d'attendre qu'on t'explique. Apprends la finance, le code, la stratégie. Forme-toi pour sortir du plateau. Et ça, le moyen, c'est à toi de le déterminer. Tu peux le faire avec un bouquin qui te fait réfléchir, une conversation qui change quelque chose avec quelqu'un qui a déjà fait cette action, et même, nous avons la chance d'être dans la révolution de l'intelligence artificielle. Alors profitons-en pour avancer. Tu découvres un peu de finance, un peu de business, un peu de psychologie, et tu auras peut-être un premier échec qui t'oblige à revoir ta copie. Mais pas besoin d'en faire une carrière, juste comprendre assez pour ne plus subir, pour passer à autre chose et te donner une autre chance de ne pas dépendre d'eux. Parce que le savoir, c'est une arme. Petit à petit, tu reprends la main sur ton économie, et là, tu ne regardes plus les règles du jeu, tu crées les tiennes. Tant qu'on est entièrement dépendant, on reste fragile, mais dès qu'on produit, qu'on comprend, qu'on avance pour soi, le rapport de force change. Le jeu, en vérité, ne tient debout que parce qu'on continue d'y croire. Mais ça ne dépend que de chacun, de toi, de moi, de nous. On écrit chacun notre histoire, nos règles, et j'ai le sentiment que ça a déjà commencé. Peut-être que t'as lancé un projet, ouvert un PEA, quitté un job, investi dans un savoir, peu importe la taille, ce qui compte, c'est l'élan et le fait de commencer. Et d'ailleurs, dis-le moi en commentaire. Ça m'intéresse de savoir ce qui t'a déclenché, et je pense que ça pourra en motiver plus d'un. En tout cas, arrêtons de vivre en attendant le jour de paix ou la prochaine élection. N'attendons plus les miettes et retournons la table nous-mêmes. Parce que oui, revenons à ce bon vieux plateau de Monopoly. Enfant, on riait, on lançait les dés, mais aujourd'hui, regardons-le autrement. On a grandi, et un jour, on a compris que ce même plateau existait en vrai. Alors peut-être la révolution, c'est pas de voter pour un nouveau pion, c'est de regarder ce plateau, de regarder ce jeu et de dire « je ne joue plus ». Parce que clairement, ce n'est pas un jeu, c'est juste un piège qu'il faut briser. Moi personnellement, j'ai arrêté de lancer les dés, j'ai arrêté d'attendre la carte liberté, j'ai arrêté de penser qu'ils allaient changer les règles, alors qu'ils vivent du règlement. J'ai pris le plateau, je l'ai soulevé, je l'ai retourné, et quand tout est tombé, les billets, les pions, leur voix, leur rôle, leurs promesses, il ne reste plus rien. Juste moi, juste nous. Et tu sais quoi? Ce jour-là, j'ai compris. La liberté, ce n'est pas d'attendre son tour, de refuser de jouer. 78% des Français pensent que notre démocratie ne fonctionne plus. Alors pourquoi continuer à jouer si on n'y croit plus? Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager et surtout à vous abonner. N'oubliez pas, l'avenir ne se subit pas, il se comprend et surtout, il se construit ensemble.